La Grande Guerre 1914-1918. Winston Churchill 1918. Nous avons gagné la guerre d'une manière spectaculaire, par son caractère total et écrasant. Mais, avant de vraiment nous réjouir, nous devons faire le ménage. Nos usines ont été transformées pour approvisionner nos armées. Elles doivent être remises en état. 3 millions de nos hommes sont répartis dans le monde. Partout, ils sont des conquérants. Mieux encore, partout, ils sont libérateurs et sauveteurs. On veut les ramener chez nous. Nous voulons qu'ils revoient leurs enfants. Quelle tâche nous attend? Tous ceux qui ont travaillé ensemble pour traverser les années de guerre doivent maintenant travailler ensemble pendant cette prochaine étape. Sinon la victoire pour laquelle on a fait tant de sacrifices sera vaine. Nous avons gagné la Grande Guerre, gagnons maintenant la Grande Paix. La Grande Guerre 1914-1918. Thomas Edison. C'est Edison qui vous parle. La Grande Guerre restera vivement gravée dans la mémoire des Américains pendant 100 ans. J'espère que, quand on rendra hommage à nos soldats tombés en France, nous n'oublierons pas leurs frères d'armes qui portaient les uniformes de nos alliés. Je crois que les hymnes nationaux de la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et la Belgique doivent devenir à jamais aussi connus que notre propre bannière étoilée. La Grande Guerre 1914-1918. Kurt von Lessner. À Versailles, il y avait un homme en face de nous, le vieux Clémenceau, qui effectivement était le porte-parole de son peuple et de ses 25 alliés. Jamais je n'oublierai ce jour terrible de Versailles, où notre destin politique, trop longtemps fixé par de vieux tigres, où notre misère morale et notre pire déchéance commencèrent. La dernière raison de la conclusion malheureuse que l'on connaît de la guerre, cela ne fut pas la défaillance de l'armée allemande et du peuple allemand, mais l'absence d'un homme d'État exceptionnel. Aucun peuple ne peut longtemps résister s'il n'a pas à sa tête un vrai guide. La Grande Guerre 1914-1918. Léon Daudet. Après le choc du 21 mars 1918, Hindenburg, se voyant déjà vainqueur, annonçait à un journaliste suisse l'établissement d'une forte paix allemande, Pax Germanica. Dans l'esprit de Stresemann, duc de Locarno et comte de Thoiry, la paix, la vraie paix, c'est le retour à l'Allemagne de tout ce que lui a enlevé le traité de Versailles. C'est aussi le rattachement de l'Autriche, l'Ostrutsch. Je note ici, entre parenthèses, que si Stresemann ou un autre obtient l'évacuation anticipée de la Rhénanie, notre frontière de l'Est n'est pas défendue et nous nous trouvons à la merci d'une attaque à laquelle la social-démocratie ne s'opposera pas plus qu'en 1914. La Grande Guerre 1914-1918. Philippe Scheidemann. Novembre 1918. Il règne au Parlement dès les premières heures du jour une grande effervescence. Entre le château et le Parlement, il y avait une immense marée humaine qui se mouvait çà et là. Leninec veut proclamer la République soviétique. Quoi? Maintenant, la situation m'apparaît clairement. L'Allemagne, une province russe, une filiale soviétique? Non, 100 fois non, aucun doute. Si maintenant les attroupements devant le château sont des bolcheviks et ceux devant le Parlement des sociodémocrates, et s'il parvient à les manœuvrer, il a gagné. La folie russe m'apparaît, la dissolution de la terreur tsariste par la terreur bolchevique. Non, non, qu'après toutes ces misères, qu'il n'y ait pas encore cette catastrophe qui s'abatte sur l'Allemagne. Je parvins à la fenêtre.
Des milliers de bras se levèrent pour soulever leurs chapeaux et leurs bonnets, puis le silence. Je ne prononçais que quelques phrases. Travailleurs et soldats, ces 4 années de guerre ont été terribles, cruelles, ont été les sacrifices que le peuple a dû subir pour ce qui est de leur bien et de leur sang. Cette triste guerre est maintenant terminée. Les crimes sont passés. Les conséquences de la guerre, le besoin et la misère vont encore peser sur nous de longues années. La défaite, que nous voulions éviter à tout prix, ne nous a pas été épargnée. Nos propositions d'entente ont été sabotées. Nous-mêmes fûmes bafoués et calomniés. Les ennemis du peuple travailleur, ceux qui ont plongé l'Allemagne dans le chaos, ont rapidement disparu de la scène. Ce sont ces hommes belliqueux aux volontés de conquête qui hier encore soutenaient leurs droits, menant le combat le plus acharné contre toute réforme de la Constitution et plus particulièrement contre toute réforme de cet infâme système de vote prussien. Ces ennemis du peuple, nous en sommes, espérons-le, débarrassés à jamais. La vieille monarchie pourrissante est tombée. Vive la République allemande. Lettres et carnets du front, 1914-1918. Philippe Pétain. Communiqué à la presse du 11 novembre 1918, 21 h. Au 52e mois d'une guerre sans précédent dans l'histoire, l'armée française, avec l'aide de ses alliés, a consommé la défaite de l'ennemi. Nos troupes, animées du plus pur esprit de sacrifice, donnant pendant 4 années de combat ininterrompus l'exemple d'une sublime endurance et d'un héroïsme quotidien, ont rempli la tâche que leur avait confiée la patrie, tantôt supportant avec une énergie indomptable les assauts de l'ennemi, tantôt attaquant à leur tour elles-mêmes et forçant la victoire. Elles ont, après une offensive décisive de 4 mois, bousculé, battu et jeté hors de France la puissante armée allemande et l'ont contrainte à demander la paix. Toutes les conditions exigées pour la suspension des hostilités ayant été acceptées par l'ennemi, l'armistice est entré en vigueur ce matin. Lettres et carnets du front, 1914-1918. Julien Christol. Saint-Denis, le 15 octobre 1914. Cher papa, chère maman, avant de quitter Saint-Denis pour les lignes de feu, je tiens à vous dire mes dernières volontés. C'est avec confiance et en toute connaissance de cause que j'ai demandé à partir. J'ai voulu rester digne du nom de Christol. C'est le seul et le plus bel héritage et nous transmettre. Vous nous avez toujours dit que nous devions accomplir notre devoir entièrement, malgré tous les sacrifices qu'il comporte. Le moment est venu. Il faut chasser les barbares, les massacreurs de femmes et d'enfants, ceux qui ont détruit l'héritage artistique de nos aïeux et qui ont voulu rabaisser l'homme au niveau des sauvages. Il faut chasser tout cela de notre belle France, et pas un Français né de trop. Tous, nous devons, avec résignation, donner notre vie à la patrie, tels les anciens et nos aïeux de 89. Restons dignes d'eux. Je pars avec votre bénédiction. Vous êtes tous deux résignés et prêts au dernier sacrifice. Quand vous ouvrirez la présente, je ne serai plus, mais je resterai au fond de vos tendres cœurs. Vous n'aurez pas à rougir de vos pauvres fils, et vous pourrez parler d'eux avec fierté. Je n'ai rien à léguer, vous le savez. Je voudrais que de temps en temps vous parliez de moi à mes petits-neveux, à Pierre surtout. Il fut une de mes dernières joies à Saint-Denis. Je voudrais surtout, et je sais que vous le ferez, que vous consoliez ma chère Andrée.
J'ai brisé sa vie en voulant la rendre heureuse. Nous faisions un rêve trop beau tous les deux. Les circonstances l'ont changé. Je sais, mon cher papa, que tu remplaceras le père qu'elle a perdu. Je voudrais aussi, si elle y consent, et si vous faites des lettres de faire part, qu'elle figure sur elle. Son amour fut grand et mérite d'être récompensé. Nos âmes et nos cœurs ne faisaient qu'un, nos pensées étaient les mêmes. Il ne manquait que la consécration de notre union. Voici à peu près tous mes désirs, et je souhaite de tout mon cœur que vous ne lisez jamais cette lettre. Recevez mes plus affectueux baisers. Vous avez toujours été bon pour nous. Il a fallu qu'une guerre barbare détruise la douce maison de la Varenne, où j'ai passé de si doux moments près de vous et de la famille. L'homme propose, Dieu dispose. Adieu. J'aurais aimé vous rendre la vie heureuse que vous avez faite à tous. Mais hélas, ayez du courage, c'est pour la France et la justice. Votre Julien. Lettre et carnet du front, 1914-1918. Riquet. 9 septembre 1918. Mon Hélène chérie, après 4 ans d'angoisse, mêlée d'espérance, tu vois enfin apparaître les signes avant-coureurs de la félicité que tu as si bien méritée. Et là-bas, à quelques mètres, 1000, devant moi, sur ce chemin où passent peu de dames au milieu de la fumée des obus, se dessine l'aurore de la victoire. L'épreuve a été longue, mais nous en voyons la fin. Sois heureuse, mon Hélène aimée. Ta lettre m'est arrivée il y a plusieurs jours, qui me souhaitait beaucoup de satisfaction et de récompense. Merci. Mais d'ores et déjà, je me sens heureux d'avoir un tout petit peu, contribué à la victoire. Mon rêve se réalise. Hier soir, dans le quartier Bosch, où loin du front, nous nous reposons, mes hommes et moi, j'ai eu une bien grande joie. Mes poilus m'ont donné un satisfecit. Ils m'ont dit être contents de moi en termes profondément troublants, qui, un peu plus, me laissaient venir les larmes aux yeux. Nous avons fait notre devoir, mais j'ai été extrêmement circonspect, prudent, et j'ai la grande satisfaction de n'avoir pas de perte, ou du moins si peu que cela compte à peine. Maintenant, je ne suis plus dans la bataille, et je le regrette. Quelle sensation sublime j'ai éprouvée en parcourant ce sol français reconquis derrière les Boches en fuite. Écris-moi de temps en temps, j'aime à te lire. Lettre et carnet du front, 1914-1918. Maurice Maréchal. À maman, 3 août 1914. Je n'ai jamais su, en réalité, à qui donner ce carnet. Trop intime pour s'adresser à quiconque de vivant. Je n'ai pas osé, par crainte de ne pas me sentir assez pur, le dédier à Thérèse. Aujourd'hui, 2e jour de la mobilisation, je sens tout à coup qu'un seul être au monde y a droit, un seul être qui m'aime, plus que lui-même, que je sens à travers les kilomètres et les hommes qui nous séparent, à celle par qui je vis, qui m'a donné la vie, à maman. Lettre et carnet du front, 1914-1918. Gabriel de Menton. 22 août 1914. Les Allemands nous répondent par un feu si intensif que 3 hommes tombent. Comme il était impossible de bien voir et de tirer sur eux, nous battons en retraite, à travers les balles qui tombaient comme de la grêle. Quelle terrible minute j'ai passée. Nous étions tous enfuis dans la terre, attendant d'une minute à l'autre celle qui nous atteindrait. Et depuis 4 jours, nous sommes toujours dans ces transes. La seule chose qui vous remonte dans ces moments est la religion. Et si par hasard j'avais été atteint, ce serait mort en disant mon acte de contribution. Combien en ai-je dit? Je ne le sais au juste. Mais en tout cas, souvent, car d'une minute à l'autre, la mort vous guette. Lettre et carnet du front, 1914-1918.
Lettres et carnet du front, 1914-1918. Émile Sautour, 5 août 1915. J'ai toujours omis de vous dire que les Boches étaient ivres les 13 et 14 juillet. Leur élan était beau, mais ils se brisaient au bout de notre baïonnette. Comme des fous, ils avançaient sans se rendre compte du danger. Ce n'étaient plus les soldats qui se dissimulaient lors des premiers jours de la guerre. C'étaient des hommes qui marchaient en avant, offrant à nous tout leur buste. Et ce fut une supériorité écrasante sur eux. L'alcool qu'ils avaient absorbé devait renfermer certains produits, car les morts étaient gonflés et noirs comme du charbon après être restés 2 jours sur le terrain. Ce fait ne s'est point produit sur les nôtres. Ils venaient de Metz, et ces soldats équipés de 9 avaient de 17 à 20 ans. Lettres et carnet du front, 1914-1918. W. Stuttgart, le 12-13 mai 1916. Aujourd'hui, dernière matinée à Stuttgart. Les arbres sont en fleurs et les oiseaux chantent. J'ai rempli mon devoir aussi bien que j'ai pu, et maintenant il n'est rien qui ne me soit plus cher que de t'écrire. Je ne savais pas qu'on pouvait pleurer pendant des semaines sans que personne le remarque. C'est comme si des larmes brûlantes me tombaient de l'intérieur du cerveau sur le cœur et le consumaient. On peut travailler, manger, dormir, oui, on peut rire s'il le faut. C'est dans cet état d'esprit que j'ai vu les horloges de la gare de Karlsruhe et la cathédrale de Strasbourg. Je fermais des yeux et je te voyais. Je voyais la femme aller et venir là-bas, toute seule, puis descendre du train sur ce quai. Je marchais à ses côtés et respirais un parfum de lilas. La douleur se cristallisait alors en moi. J'étais seul et je m'y abandonnais de tout mon être. Je la voyais alors à genoux sur un rocher, à même la roche dure. Puis, je suis allé rendre visite à mon oncle à Namur. J'y ai fait la connaissance d'officiers au gradé et de hauts fonctionnaires, et je les ai entendus dire des choses qui me semblaient belles et grandes. Il m'a semblé que ce devait être un grand bonheur de pouvoir être, à mon échelle, une force agissante librement, c'est-à-dire une force individuelle, dans ce chaos de forces contradictoires qui détermine le sens de l'histoire. Mais, pour cela, je suis encore beaucoup trop jeune, si tant est que j'ose me prévaloir du pouvoir de devenir un jour cette force individuelle. J'ai été à Bruxelles et aussi 2 jours à Saarbrück. Cela n'a fait guère avancer mes affaires. Je veux parler de mon devoir et de mon souhait d'aller le plus vite possible au front. Lorsque j'ai quitté Namur le 1er mai, rien n'était encore décidé. Il n'est pas très facile de faire la part des choses lorsqu'il s'agit du devoir, de l'honneur et pour ainsi dire de la vie. Et qu'est-ce que j'ai dû faire si je voulais m'éloigner des sentiers battus? Le 3 finalement, j'ai envoyé une lettre au général GR, où je lui ai donné ma parole. On ne prend de telles décisions que lorsqu'on a reconnu la supériorité morale du seul choix possible. C'est ce qui nous commande notre conscience. Si on ne nous reconnaît pas cette supériorité morale, c'est alors que surgissent les conflits avec soi-même. Mais maintenant j'ai décidé. Ce pas m'éloigne définitivement de mon régiment. Ce que le commandant du régiment d'infanterie, avec lequel je me suis lié d'amitié, me répondra lorsqu'il recevra la lettre dans laquelle je lui demande de m'appeler au front, est évidemment, comme tout le reste, incertain. Finalement, ce sont la fierté et l'ambition qui ont guidé mon choix. Était-ce juste? Je voudrais pouvoir dire à la mort: je ne te cherche pas, car tu m'es trop odieuse. Je ne t'évite pas pour autant, car je te méprise trop pour cela. Ici à Stuttgart, j'ai eu beaucoup à faire. Mais à chaque fois que je devais faire quelque chose, que je l'avais fait, mes pensées revenaient toujours à la même idée. Comment vais-je rattraper l'attelage de chevaux gris pommelés pour aller chercher la comtesse? Mes pensées tiennent tantôt du rêve et du conte de fées, tantôt de la terrible noirceur du péché et du crime.
puis ses pensées convergent, se